Ok. Eh ben, bonjour. Voilà. Donc, j'avais complètement zappé de faire une présentation, donc heureusement qu'il me l'a dit. Donc, je vais vous faire une petite compression rapide de la carrière. Donc, moi, c'est pas bon. Je faisais des petits calepins de dessins animés quand j'étais petit, là, comme ça, quand je me faisais chier au boulot de chez ma mère. Et donc, j'avais donné à ma prof des beaux-arts ces petits bouquins-là. Parce qu'elle a dit, oh, mais c'est trop bien, un gamin de 6 ans qui fait ça, c'est génial et tout. Et en fait, elle les a dit, bah, est-ce que ça ne te dérange pas que je les prenne et que je les mette dans une petite boîte à chaussures. J'ai un pote qui voyage un peu partout, il va en Afrique, puis il va les montrer à des petits-enfants, quoi. Je dis, bah, moi, je ne comprenais même pas ce que ça représentait, quoi. Et plus tard, en fait, d'ailleurs, années plus tard, j'ai récupéré cette boîte avec des tampons dessus, tout ça. Et bon, j'ai ouvert et puis j'ai fait, bah, ils étaient tout dégueulasses. Donc j'ai fait, bah, merci, super. J'ai complètement explosé mes petits dessins animés. Mais ça m'avait donné une idée que je me dis, putain, c'est cool parce que les gamins, ils avaient été impressionnés avec ce truc-là, juste le fait de petits flipbooks, de faire des petites images animées. Et puis, bah, en fait, on comprend pas vraiment ce que c'est au début. Puis le monde de l'animation, c'est comme si c'était un truc qui n'existait pas quand on est petit, parce que, enfin, moi, j'ai pas grandi dans des gens qui faisaient du dessin animé ou du dessin tout court d'ailleurs. Donc, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je chronomètre. Pardon, je lance mon chronomètre parce que sinon, je vais être parti sur 2 heures de trucs. Alors, hop, voilà, j'ai une super montre qui fonctionne bien. Je sais même pas comment ça marche. Si, c'est bon. Et donc voilà. Et quand j'étais en troisième, donc j'ai fait le forum des écoles, tout ça. Donc j'ai vu une école en violet, machin, qui s'appelait EESA. J'ai vu, oh, trop bien et tout. J'ai pris le fascicule, je le montre à mon père. Je dis, c'était en francs, hein. D'accord. Et donc je dis, oh, ça a l'air trop bien. Et puis mon père me dit, ouais, non, mais ça, c'est pas des diplômes qui sont reconnus par l'État, machin, c'est trop cher et tout. Donc j'oublie un peu l'idée. Et donc, moi, je fais mes études, hop, je sors à l'université, tout ça. Je fais un truc qui commence à me plaire un peu. Il y avait un petit peu de design. Et puis là, je me suis dit, bah, à la fin, les copains qui allaient à Paris, moi, je voulais pas. Donc, qu'est-ce que je suis parti faire? Je suis parti en Australie être clodo pendant 1 an et demi. Donc, je me suis dit, bah, c'est beaucoup mieux de faire des études quand même. Donc, j'ai passé ces 6 mois en jungle, voilà, j'ai creusé du sol, j'ai bouffé de la mangue. Donc, et puis après, je suis parti 4 ans en voyage, donc en une quarantaine de pays, un peu en mode, j'irai dormir chez vous. Et je suis très content de l'avoir fait à ce moment-là, parce que je me dis, je pense pas que j'aurais les couilles de le faire aujourd'hui. Donc, faut être un peu quand même, voilà. Et donc, quand je suis revenu à Paris, en fait, c'est mon ex à l'époque qui d'ailleurs est de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui m'a dit, mais enfin, je faisais des dessins animés un peu ici et là sur Toon Boom, je faisais de la musique un peu au parallèle. Et en fait, elle m'a dit, mais va voir les écoles, ça coûte rien, va les visiter, c'est gratuit, quoi. Enfin, donc j'en visitais une première, je me rappelle, qui était vraiment toute pourrie, parce que je m'y connaissais presque plus que le prof, enfin, je faisais du 3D Max un peu en bouquin. Et puis je visite l'école Méliès à l'époque, et je fais, putain, mais c'est trop bien, c'est dans des greniers, c'est tout pourri, c'est génial. Il y a une super ambiance, quoi. C'est génial, le toaster, il fait griller toute l'école, enfin, je me suis dit, c'est trop bien, quoi. Et du coup, je suis tombé amoureux de l'école. J'ai fait voilà. Et puis il m'a donné ma chance parce que moi, j'avais pas du tout une linéarité académique comme les autres, quoi. Et il m'a dit, mais comme j'ai été au Tibet, j'ai été machin, j'ai été truc. Enfin, il m'a dit, bah, allez viens, ça va être cool, quoi. Et 1 an plus tard, en fait, je me suis rendu compte que ça c'était. Ah oui, merde, j'ai pas pensé à prendre une bouteille d'eau. Si jamais tu peux m'en donner une, parce que je vais pas pouvoir baver sinon. Et ouais, 1 an plus tard, on me dit, mais tu sais que Méliès avant, ça s'appelait l'ESA, quoi, l'École européenne du supérieur des arts. Et je me dis, putain, c'est marrant, 10 ans après, j'ai réalisé le rêve que j'avais quand j'étais gamin, quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'avais peur de mettre de l'argent, et du coup, c'est mon ex qui m'a dit, bah, si c'est que l'argent, c'est moi qui te ferai le prêt. Merci, mon petit Franck. Donc j'ai trouvé ça beau, parce que c'était réaliser un rêve sans le savoir, quoi. Ah, t'es un pote, toi, je t'ai pas dit de t'éteindre. Il dit, passe à autre chose. Voilà, donc, j'en suis, oui, j'ai déjà dépassé. Voilà, ça c'est là. Donc, j'ai fait Méliès, machin, il y a eu Delage. Delage, il m'a dit, bah, je ne savais pas vraiment que j'étais. Patrick Delage, oui, pardon, autant pour moi. Papate. Comme si tout le monde le savait. Et donc, mais je ne savais pas vraiment, je kiffais tout en 3D. Et c'est lui qui m'a dit, non, mais le premier exercice d'anime, il a dit, non, mais t'arrêtes tout de suite, tu fais de l'anime, et s'il te demande des autres exos, tu
Tu dis ferme-la, tu fais de la lime. Je fais d'accord, ouais, c'est cool. Et donc il m'a pris sous son aile direct, on a été à Lume. Puis après, j'étais le premier animateur en pré-prod sur Astérix pendant des mois. Donc c'était vraiment super chouette parce que d'où l'importance d'avoir un mentor. Ça c'est vraiment, vraiment cool. Et il me reste quelques secondes. Et du coup voilà. Donc à côté de ça, en parallèle, j'ai fait beaucoup de compos musicales en autodidacte. J'ai eu un groupe de rock avec le batteur Chaka Ponk. Non, vous êtes trop jeune, vous connaissez pas. Ouais. Ah si quand même, ouais. Ouais. Donc, voilà, on a fait pas mal de scènes. C'était du punk, un peu rock, disco punk, on va dire, sur des grosses scènes. J'ai joué pour Nintendo devant des milliers de personnes. J'étais acteur dans des clips, acteur dans une série OPJ. Je sais pas si c'est pas extraordinaire, hein. Mais bon, dans le théâtre, j'avais fait mime dans un cirque. J'ai suivi des formations de breathology, ça c'est des trucs de respiration, des trucs de méditation, de neurosciences. J'étais ingé son, des trucs en synergologie, en communication non verbale. J'ai fait des expos photos à La Réunion. Et j'ai écrit une série justement un peu sur le bien-être. Ça s'appelle Qu'est-ce que ça, accent aigu SE, accent aigu XA. J'aurais pas pu l'écrire plus compliquément. Voilà, bref, ça j'ai réussi à faire. J'avais dit moins de 5 minutes, hein. Nickel. Donc voilà, ça c'est voilà, ça vous donne un aperçu. Donc, c'est quoi ça? Donc comment être imparfait? Enfin non, how to be, ouais, parce que c'est les imperfections. Donc pourquoi je parle de ça? C'est parce que vous l'avez déjà entendu, hein, c'est les imperfections qui font la. C'était Miyazaki qui disait. Qu'est-ce qu'il disait? C'est plus toi. How to make make the ordinary extraordinary. Donc c'est les choses ordinaires qu'on rend extraordinaires parce qu'on arrive à percevoir l'essence de ces choses-là, quoi. Donc en fait, c'est pour éviter les animations génériques et en gros trouver de la perception, enfin donner une perception d'authenticité psychologique pour qu'un personnage justement trouve une vérité visuelle. Et c'est ce qu'on va voir bientôt. Donc, je vous fais pas le résumé, sinon on va perdre du temps. On va direct commencer je vais direct commencer avec quelques noms que je trouve intéressants à connaître, parce que dans l'histoire d'un petit peu, je vais vous montrer comment en gros fonctionne un petit peu le cerveau pour mieux comprendre. Donc, Paul Ekman, du coup, c'était un des psychologues et anthropologues les plus influents du XXe siècle. C'était un pionnier dans l'étude des émotions et la relation par rapport aux expressions faciales. Il a continué le boulot de Charles Darwin, qui faisait donc l'expression des émotions chez l'homme et les animaux en 1872. Donc, par exemple, c'est lui qui parlait le premier du muscle de la tristesse ici, et de Sylvan Tompkins, c'est celui qui parlait des émotions universelles. Paul Ekman, lui, il avait fait en fait des expériences pour essayer de prouver qu'il y a des émotions qui étaient justement universelles, et il en a trouvé 6. La colère, la tristesse, le dégoût, la peur, la joie et la surprise. Alors il y en aura une 7e qu'il a essayé de prouver, mais là c'est là où les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord, c'est le mépris. En gros, il a reçu des tonnes de prix, il a fait 14 bouquins, il a été consultant pour le film Inside Out. Il y a une série qui s'appelle Lie to Me qui a été influencée de ses boulots. Il a bossé avec le Dalai Lama pour comprendre justement comment la culture, notre culture, elle traite les émotions. Il a bossé avec le FBI, les services secrets, la CIA, justement, notamment par rapport à sa théorie sur ce qu'on appelle les micro-expressions. Donc les micro-expressions, c'est comme des expressions en fait, mais qu'on cache, et donc c'est un 25e de seconde. Et donc justement, ça permet d'observer des émotions cachées ou des émotions qu'on divulgue. Ekman, en fait, il a passé 8 ans avec son équipe à développer un outil donc, qui s'appelle FACS. En gros, c'est un système pour décrire, c'était le premier système pour décrire les mouvements faciaux, enfin tous les mouvements faciaux. Il décomposait les expressions faciales pour en donner en gros des unités d'action. Je vous montre 2-3 extraits de ça. Bon, c'était en noir et blanc, évidemment, c'est assez vieux, hein. Après, ils l'ont updaté avec des micro-vidéos. Et donc là, oui, il donne des petits éléments sur les muscles. Bon, on a l'impression que ça a été fait à la vieille imprimante. C'était la première, en gros, bibliothèque un petit peu d'expression faciale. Et donc un autre bouquin qui est intéressant, lui, c'est plus dans l'illustration des traits tirés. Il est intéressant justement quand vous êtes en train de faire des trucs d'animation, des poses et tout ça. Il est intéressant parce qu'il parle aussi de l'évolution par exemple dans les sourcils ou dans les traits de la bouche. C'est vraiment super. Je vous conseille vraiment de checker ça. Il y a les flèches, il y a la rage. Là. En gros, par exemple, ouais, l'extreme smile, genre le fou rire comme ça, c'est vraiment super. Et notamment un autre truc,
c'est le fake smile, le fake smile, notamment par exemple avec le muscle qui est là. En rig, il l'oublie souvent, mais il est vraiment important pour le sourire sincère. Puis bon, après, c'est juste une décomposition d'éléments. Le truc, c'est pourquoi on est aussi pointu sur le visage, pourquoi on est aussi compétent. C'est parce qu'en gros, il y a entre 5 et 10% du cerveau, enfin du cortex visuel primaire, qui est consacré à se repérer dans l'espace, à repérer les couleurs, les textures, un peu tout ce qui traîne autour des choses, on va dire, assez basiques. Et 90 à 95%, c'est pour l'analyse d'expression faciale. On est ultra pointu à repérer les expressions faciales. Donc ça, c'est vraiment dans l'évolution, c'est de la survie. C'est parce que pendant des millions d'années, en fait, on n'avait pas de langage, écrit. On devait se repérer très rapidement avec le body language et le son, et pour vite comprendre pour communiquer. Et on est devenu tellement bon avec ça que c'est à cause de ça qu'on a commencé à repérer des visages sur les troncs d'arbres, sur le sol, sur une roche, sur un ragondin, non? C'est un animal. Pourquoi? Ou non, sur les araignées, ou sur les trucs, enfin, je voulais dire araignée par ragondin. N'importe quoi. Et en fait, plus tard, donc avec l'évolution extrêmement rapide qu'on a eu en technologie, écriture, machin, qui est au final au niveau biologique, c'est que dalle au niveau de l'évolution humaine, ça a créé un problème. C'est ce qu'on appelle la Uncanny Valley, donc vous avez sûrement tous entendu parler. Il s'appelle Masahiro Mori, des années 70. C'est lui qui parlait de la robotique. Et en gros, donc c'est un trou. Et moi, j'ai refait ce graphique magnifiquement pour vous faire comprendre comment ça marche. En gros, à gauche, voilà, abstrait. Et donc le cerveau, il est confort. Il se dit, un robinet, je vois les yeux là, voilà, il y a un dessin, c'est bon, je comprends, machin. Puis d'un seul coup, en fait, le cerveau, il a un inconfort. Puis après, en fait, quand ça revient au réaliste, ça va. Alors, en motion capture, il y avait Polar Express. Et justement, Final Fantasy, quand on parlait tout à l'heure, il y avait des phases de motion capture qui étaient, même si je savais pas du tout qu'il allait coûter aussi cher, mais il y a des phases de motion capture vraiment assez horribles. Et du coup, en fait, le cerveau humain, il aime vraiment pas ça. Et donc, pour vous expliquer d'où ce trou, cet inconfort dans le cerveau, il vient, on va parler de Mark Bowden. Donc lui, c'est un expert en body language. Et il explique en fait que le cerveau, en l'espace d'un instant, il catégorise les gens en 4 groupes. En amis, en ennemis. Ennemi, ça peut être prédateur ou ça peut être rejet. Partenaire sexuel ou indifférent. Et donc en fait, il fait des jugements donc instantanés. Et c'est le cerveau primitif reptilien qui déclenche justement vraiment automatiquement une de ces 4 catégories. Donc par exemple, quand il y a un pop des sourcils, ça, en fait, le truc de friendly, ça déclenche. Merde, je me suis mis loin de mon micro. Ça déclenche en fait le cerveau reptilien. Je suis ton ami. En gros, c'est des petits snapshots qu'on fait automatiquement. Les bras ouverts, c'est pareil. Ça a une explication biologique que pourquoi Superman il est comme ça. Parce qu'en fait, avant, on courait à 4 pattes. Et donc on avait cette partie-là de protéger. En fait, on avait l'habitude pendant des millions d'années de voir les animaux se faire éclater la gorge et le bide pour se faire bouffer, quoi. Et en fait, quand on s'est mis sur 2 pattes, du coup, on avait cette partie-là exposée. Et du coup, c'est pour ça que quand on a tendance à ouvrir, c'est-à-dire qu'on fait confiance à la personne qu'elle ne va pas nous bouffer, le cou ou le bide. Et c'est pour ça aussi qu'instinctivement, quand on a peur, on a tendance à se recroqueviller, à protéger le cou, à protéger un peu le bide, et ça, c'est des choses instinctives. Pour revenir du coup au gap que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est quand on a une image qu'on considère réaliste, mais où on sent dans l'inconfort, c'est parce qu'il y a un manque d'information que le cerveau il n'arrive pas à combler. Et donc justement, c'est pour ça qu'en fait, au niveau des timings des expressions, par exemple, si vous allez là, il faut qu'un sourire, par exemple, dure au moins 3 secondes. Vous ne pouvez pas arriver à la boulangerie. On ne peut pas flasher une info, quoi. On peut pas. Il faut que ça dure un certain temps. Ça, c'est pareil. Données insuffisantes, donc hop, catégorisation ennemie. C'est instantané. Ils avaient fait des tests avec des enfants aveugles, de leur poser des questions embarrassantes et ils se couvraient quand même les yeux. Parce que ça faisait partie des circuits paléolithiques. Donc ça devait être cool, torturer des enfants aveugles pour prouver une théorie. Tout ça pour dire, on lit beaucoup plus que ce qu'on pense. Et c'est pas conscient, c'est inconscient. Donc c'est parce qu'on est biologiquement programmé à
à analyser et à juger les émotions. Donc d'ailleurs, s'il y a quelqu'un un jour qui vous dit non mais moi je ne juge jamais, ben, vous pourrez dire bah, ferme-la, c'est dans ton ADN, hein, d'accord. Donc ça dépend juste de ce que tu fais de ton jugement. Voilà. Donc ça c'est une chose. Donc qu'est-ce qui est responsable de ça? Alors bon, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Les neurones miroirs, c'est ceux qui sont responsables des comportements imitants. Par exemple, c'est quand on ouvre la bouche pour nourrir un bébé, on fait ah, puis on le nourrit. C'est aussi responsable de l'empathie. Donc l'empathie, c'est en gros le sentiment de conscience de comment se sentent les autres. Donc en gros, c'est légèrement différent de la compassion. La compassion, c'est quand on a l'empathie, mais avec le désir d'aider. Donc en gros, comprendre comment on est programmé, ça permet, en fait, ça nous aide à comprendre comment ces neurones miroirs, donc c'est les réseaux de neurones qui sont responsables au fait qu'on va sentir une vérité quelque part. Donc on reproduit la sensation qu'on observe à l'écran. Si on voit quelqu'un pleurer, on se met à pleurer, ça veut dire qu'on voit une vérité visuelle dedans suffisamment grande pour activer ces réseaux de neurones. Donc c'est pour ça que les réseaux de neurones miroirs sont vraiment en fait, importants. Et en fait, c'est un peu comme toute compétence. En gros, les réseaux de neurones, c'est comme des pistes de ski. C'est qu'en gros, quand on descend les pistes de ski, plus on les descend, plus ça les tasse, plus ça les renforce. Et en fait, ça les garde dans le temps. Et quand on le laisse à l'abandon, il neige et ça s'efface. Il faut voir ça un peu pareil comme ça. C'est pas, pas vraiment comme ça, mais bon, pour l'image. Et en gros, c'est comme toutes les compétences. Donc, si vous apprenez le tennis ou le piano, on répète en boucle, et puis ça rentre. Faut savoir qu'en fait, les neurones miroirs, ça fonctionne de la même façon que les réseaux de neurones. Ça s'apprend et ça s'entraîne. Sauf que généralement, la plupart du temps, on ne sait pas qu'on le fait. Et une des façons de le faire, c'est justement du renforcement neuronal. En gros, c'est de l'observation consciente des comportements. Donc quand vous zonez des fois complètement et que vous regardez, je sais pas, sur une table de café à l'extérieur en terrasse, et je sais pas, à la place d'aller sur ce putain Instagram par exemple, vous attendez, vous regardez en face de vous, et le fait c'est de s'imaginer ce que la personne pense, d'analyser tous ses mouvements, de se projeter dans la tête de l'autre. C'est ça en fait l'observation consciente, et on l'a tous fait mais inconsciemment généralement. C'est pour ça que c'est le développement de l'empathie, d'essayer de comprendre l'autre, comprendre ce qu'il ressent. Et ça en fait ça développe aussi un œil, ça développe un ressenti. Alors là on parle d'animation mais c'est entre autres ça. You're having your coffee, you go on your balcony in the morning, and you spot someone with a map, trying to figure out where he is, and you just observe some little things. You can even take notes, even draw a pose to try to remember it. Of course, you kind of have to be discreet about it. Donc en gros, pour l'empathie, c'est une compétence comme une autre. On développe un réseau avec ça. Donc quand vous voyez une vidéo et que vous voyez quelque chose de vrai, téléchargez-la et regardez-la image par image, essayez de comprendre. Et en fait, ça enrichit une bibliothèque interne de mémoire et ça développe, c'est vraiment une compétence. Il faut voir ça vraiment un peu comme une compétence. Moi, je me rappelle quand j'étais au Tibet, justement, j'avais rencontré un des 7 derniers lamas. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'enseigner l'empathie? Ça serait génial. Et il était là, enfin, un Occident qui prend l'empathie. Mais pourquoi? Je dis, non, moi, c'est juste pour être meilleur au dessin animé, pour avoir une augmentation, quoi, c'est tout. Enfin, je m'en fous complètement. Enfin, avant qu'ils se fassent tous tuer quoi, par le gouvernement chinois. Bon, après, je ne suis pas un monstre. Hein, j'ai laissé des pièces. Voilà. Pour, en gros, les exemples de ce qu'on lit plus que ce qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, la dilatation des pupilles, ça on le lit, c'est quand on est attiré vers quelqu'un, ou quand on est très effrayé. Il y a énormément de choses qu'on lit et qu'on fait inconsciemment. Et du coup, j'en viens à ma prochaine sujet, c'est la synergologie. La synergologie, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça que la synergologie. Donc c'est la science de la communication non verbale. Donc c'est une discipline qui a été faite qui a commencé avec Philippe Turchet, un Français, il y a une trentaine d'années. Et donc au début, c'était pas évident parce que par exemple les gestes inconscients, je sais pas, on se gratte l'oreille, machin. Comme c'est inconscient, même s'ils pouvaient l'observer, déjà, faut que les personnes ne se sentent pas observées parce que sinon ça change les comportements.
lui demander qu'est-ce qu'il pensait inconsciemment à travers son geste, enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué, quoi. Et en fait, ça a beaucoup changé justement grâce aux IRM. Dans la communication non verbale, d'ailleurs, il faut comprendre qu'il y a le langage corporel, il y a les expressions faciales, il y a la posture, mais il y a aussi tout ce qui est ton de la voix. C'est-à-dire la rapidité avec laquelle on parle, le pitch, tous ces trucs-là, ça fait partie de la communication non verbale. Donc en gros, ça s'est développé beaucoup avec le numérique. En fait, en gros, ça a fait un peu comme le FACS, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça a créé les premiers tableaux d'éléments corporels, en gros, qui catégorisent et qui comparent la gestuelle humaine pour se dire, OK, il y a suffisamment de fois ce geste-là pour qu'on se dise, apparemment, ça veut dire ça. Pourquoi s'intéresser à ça? On ne se rend pas compte à quel point tout ce qui est inconscient, on le sait, on le perçoit et on le fait. Donc ça permet en gros d'atteindre une sorte de, ce que je disais, l'authenticité psychologique. C'est pas évident à dire ça. Donc c'est un peu comme, c'est amener une crédibilité et une sincérité dans les personnages. Et c'est un peu comme animer une pensée. Quand on commence à comprendre l'inconscient, comment fonctionne l'inconscient, on va pouvoir commencer à se dire, putain, mais en fait, quand on va pouvoir voir ce que pense la personne. Quand on le fait suffisamment bien, on sent que la personne, genre, je sais pas, elle pense à un chiffre, peut-être plus qu'à un mot. Et si on commence à tricher un petit peu avec ça, en gros, c'est pour amener l'illusion du processus de la pensée. Donc c'est ça qui est vraiment, en gros, en étudiant un petit peu le lexique corporel synergologique, on commence à repérer et à reproduire mieux. Donc en intégrant ces petits éléments-là, on amène justement cette crédibilité psychologique à travers justement une vérité visuelle, comme je vous disais tout à l'heure. On réveille ces neurones miroirs-là, qu'on a tous, qui sont ancrés, enfin qui sont biologiques, on triche en fait. On triche, on va chercher cette vérité visuelle que les gens ils attendent quand ils voient une pièce de théâtre ou n'importe quoi, que le gars il joue mal, il pleure, il fait « Ah, je suis très malheureux, oh là là !» Et on fait « Oui, on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas du tout parce que ça ne touche... Les neurones miroirs ne sont pas activés parce qu'on n'y croit pas. Et c'est biologique, c'est juste les neurones miroirs qui ne s'activent pas. Pour vous donner juste un petit chiffre, on va dire, s'il y avait une étude d'Albert Mehrabian, en gros c'est la règle des 7-38-55, c'est que dans une discussion face à face, il y a seulement 7% des mots qui sont importants pour la compréhension. Il y a 38%, c'est la qualité vocale, donc c'est tout ce qui est ton de la voix, volume, débit, si je parle comme ça ou si je parle... commence à parler doucement et si ça commencerait à être un peu plus emmerdant. Donc là, ça fait partie. Et 55%, le langage corporel, donc l'expression faciale, les gestes, les postures et la communication visuelle. Donc si par exemple je parle comme ça, c'est constamment par rapport à mon discours qui serait plutôt calme. Ça ne serait pas tout à fait cohérent. Donc en gros, le non-verbal, c'est 93%. Enfin, je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce que ça représente dans le processus de communication émotionnelle. Donc quand on pense juste à faire passer une phrase dans une animation, à faire « Ah, je dois aller de ce côté-là pour conduire ». Voilà, il y a beaucoup plus que ça, quoi. Au niveau du fonctionnement de tout ce qui est étude de synergologie, je vous donne un exemple, c'est que si par exemple vous demandez votre chemin à quelqu'un pour la boulangerie, qui regarde son portable et vous dit au fond à droite, bon voilà, c'est que les mots, quoi. Si il vous dit allez où la boulangerie, il fait c'est 100% visuel. Donc évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de la relation, ça dépend de beaucoup de choses. Mais on va voir ça petit à petit. Enfin, non, on va faire ça rapidement. Oui, rapidement. Donc, oui, et un truc important aussi, c'est que le non-verbal va toujours primer sur le verbal. C'est-à-dire que si vous dites quelque chose, mais que le non-verbal ne dit pas ça, le non-verbal va te passer au-dessus. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Vous voyez, le non-verbal, il passe par-dessus. Si quelqu'un va être, non, mais je ne suis pas du tout stressé, vraiment, ça me stresse pas du tout. Voilà, le non-verbal passe par-dessus, toujours. Donc ça, c'est important. Et on peut s'amuser avec, d'ailleurs, justement, de faire des contradictions avec ça pour faire passer des messages différents. Donc ça veut dire quoi, ça? Donc imaginez l'importance de ce qu'on peut faire passer, à travers ce qu'on ne dit pas, à travers tout ce silence, on va dire. La plupart du temps qu'un acting il est réussi, c'est souvent qu'il y a eu justement un bon ressenti. Et le ressenti, il est appris sans qu'on le sache. En fait, en quelque sorte, on est un petit peu des experts tous de communication non verbale parce qu'on n'a jamais appris à détecter un malaise chez quelqu'un et on le sent ça.
C'est instinctif. Et donc connaître un petit peu tout ça, ça permet de tricher un petit peu, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de gagner des Oscars toutes les semaines, quoi. Je vous donne des exemples de genre des gestes comme on se touche le front pour réfléchir. Et puis par exemple, on a tendance à se toucher l'arrière du crâne quand on a abandonné une idée. Là, au niveau des gestes qu'on utilise en communication non verbale, alors je ne parle pas de ça, c'est des gestes conscients. Et donc c'est des gestes communicatifs, quoi. Il y a seulement 0,1% des gestes qui sont incompris en gestes inconscients. Donc tout ce qui est geste inconscient, c'est universel. C'est vraiment universel. Les gestes d'autocontact, souvent, ils sont faits pour s'autoréguler. C'est plus de 50% des gestes pour se toucher le nez, par exemple, se toucher le bord du nez. Les démangeaisons du visage, ça veut dire vraiment, vraiment beaucoup de choses, quoi. Il y a un comment ça s'appelle, des gestes inconscients, par exemple, c'est les ruptures de compréhension. Donc, je vais vous donner un exemple que je pense que vous connaissez pas mal. D'ailleurs, on appelle ça un ERBR, c'est quand il y a un signal de rupture de compréhension chez l'interlocuteur. Donc je pense que vous connaissez ça. Hein. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. En gros, la rupture de compréhension, ça dure 90% des cas, ça dure 2,5 secondes. Et ça, c'est des petits éléments de... Il va tomber? Non, des petits éléments qui sont bien, des petites règles qui sont bien à savoir pour justement quand vous faites ce genre de choses, parce que je remarque souvent des erreurs de timing dans l'illusion de pensée, en fait. C'est quand on commence à connaître un petit peu ces trucs-là, et quand on ne comprend pas, on a tendance à fixer quelqu'un. Parce qu'on ne veut pas être grillé. On ne veut pas être grillé que l'autre, on ne comprend pas. Donc on cligne peu des yeux, parce qu'on est en hyper concentration. Et on jette juste des petits regards comme ça de temps en temps, parce qu'on veut réfléchir, mais on ne veut pas se faire griller non plus. Donc ça, c'est important. Ça permet un peu de comprendre les règles de ce que fait le cerveau, quoi. Ça... aussi, c'est pareil, c'est quand on est assis, par exemple, le corps, il sait 10 secondes avant qu'il a pris une action. Donc si, par exemple, vous hésitez à aller choper la prochaine bière, par exemple, en regardant un film, le corps le sait 10 secondes avant, parce que forcément, il faut qu'il envoie des signaux et tout ça, des électriques et machin, et là. Et en fait, c'est la même chose dans l'évolution humaine. C'est pareil, ça a été quelque chose qui a été vachement important. Parce que s'il y avait un clébard ou un lion ou un ragondin, hein, pourquoi pas, mais en fait, on va le savoir avant qu'ils prennent la décision de nous attaquer. Et c'est des choses en fait qu'on peut animer, parce que quand quelqu'un est en colère et qu'il est prêt à faire une action, on peut animer le fait que le corps a décidé sans que le cerveau conscient l'ait fait. Donc c'est pareil, c'est des choses intéressantes ça à connaître, parce que si vous avez déjà eu un chien qui se met à grogner et de flipper comme ça, en fait on peut savoir quand est-ce qu'il va nous bondir à la gueule et nous tuer. Bon, j'espère que vous n'avez pas connu la situation quand même, hein, parce que c'est pas très sympa. Ils avaient fait un test avec le crayon, là, ça vous connaissez, que ça active les zygos, là, avec des gens qui regardaient un dessin animé. Et apparemment, quand ils mettaient le crayon, les gens avaient un meilleur résultat du dessin animé qu'ils avaient regardé. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est une bonne idée, on va mettre des crayons à tout le monde pour chaque film, hein, comme ça, tout le monde avec des grosses marques, là, ça peut être pas mal, c'est une bonne idée. Un autre truc, par exemple, c'est l'efficacité du toucher du bras. C'est de 5 à 40% de différence pour convaincre quelqu'un. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient fait des tests, en fait, à l'écran, de personnes qui étaient l'une en face de l'autre, et un méchant qui dit ah, tu vas venir avec moi, comme ça je vais t'étendre et tu vas venir. Et en fait, le fait de voir la personne qui touchait l'autre, le spectateur avait tendance à le croire plus, juste à cause, encore une fois, des neurones miroirs, parce qu'il se met à la place de la personne. Donc évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau d'empathie, hein, c'est pour ça que ça marche plus ou moins chez certaines personnes. Il y en a, on connaît leur empathie, qui sont absolument de... voilà, hein. Ça c'est une autre question. C'est des choses intéressantes à connaître, parce que on joue avec ce qu'on réveille dans ce réseau de neurones, quoi. Le croisement des bras, oui. Ça, c'est pareil, ça a toujours été considéré comme une fermeture, mais c'est des faux trucs, c'est pas vrai. C'est par exemple, c'est là où il faut prendre le contexte, ça se trouve il fait froid, c'est ce qu'on appelle du self-hugging.
c'est juste une situation de confort. Ça, c'est des fausses, des mythes et idées reçues. Par exemple, des autres trucs faux, c'est le menteur qui regarde en face. Contrairement à ce qu'on pense, c'est que le menteur, il a tendance à... Enfin, pas l'enfant qui fait « non, je n'ai pas pris de chocolat, c'est pas vrai ». Le menteur, il a tendance à regarder en face. Et justement, mais à faire des petits sourires pour être sûr que son scénario, il est intégré, quoi. Alors que le malaise du menteur, la nervosité, c'est plus le gars qui dit la vérité qui va être nerveux, parce qu'il veut que ça soit compris, quoi. Il veut que ça soit intégré. Le vagabondage d'esprit, quand quelqu'un n'a pas compris, c'est pareil, c'est que quelqu'un va fixer, comme on a vu dans le dîner de con, là. Un autre truc, c'est ce qu'on appelle l'effet Pinocchio, c'est quand quelqu'un ment, apparemment, il y a son nez qui refroidit de 1,2 degré. Donc si vous n'êtes pas sûr que quelqu'un dise attends, je te touche le nez. Ouh là là, attends, il y a 1 degré de moins là. Il y a 1 degré de moins. T'es en train de mentir. Bon, je me suis dit, bon, je suis pas sûr de savoir comment c'est vérifiable quand quelqu'un. Attends, je mets la caméra thermique 2 secondes. Donc voilà, bon, ça c'est un peu différent. Il y a le gloops, j'ai fait du gloops aussi, ça c'est quand on se touche un peu. Bon, ça c'est des images de merci Gemini. Hein. Mais en gros, c'est pas ça. C'est en gros quand on se touche le cou. C'est quand on a l'impression d'avoir été mis au piège un peu par les propos de l'autre, en fait. Ça, c'est des petits trucs. Le micro-toilettage, j'adore le mot, il est super. Ça, c'est quand on refuse un peu les propos de l'autre. On a tendance à faire non, mais bon, oui, je vois ce que tu veux dire, mais bon. Ou on fait ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, on veut pas être sali, en quelque sorte, par ce que la personne elle nous dit. Le nez, c'est 50%, comme je vous ai dit, des démangeaisons. Et par exemple, ça, on va se toucher le nez comme ça, c'est un peu synonyme de malaise. Alors que quand on se touche l'arête, c'est dire ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui, quand tu dis ça et tout, c'est signe de curiosité. Donc il y a énormément de signes comme ça dans le lexique qui sont vachement intéressants, qu'on pense pas intégrer justement dans les trucs d'animation. Un autre truc qui est intéressant, c'est la latéralité, gauche-droit. Le gauche, ça va être l'intime, le soi, et le droit, ça va être l'autre, la vigilance. Donc le gauche, c'est par rapport au lobe droit du cerveau. Et, enfin, en gros, c'est inversé. Donc c'est plus le gauche, c'est l'intimité, le soi, ça évoque. Si quelqu'un parle beaucoup plus avec la main gauche, il va évoquer des projets personnels, voilà, ce genre de choses. Et l'autre, il va être plus. C'est souvent d'ailleurs le plus expressif. Donc c'est pour ça qu'on présente souvent son côté gauche à son partenaire pour l'embrasser. Donc si vous embrassez comme ça, c'est que vous êtes en colère, quoi. C'est pour ça aussi que la plupart des parents, ils portent leurs enfants du côté gauche. Parce qu'on présente la partie la plus expressive du visage et la plus émotionnelle. Pour que l'enfant, en fait, il absorbe le plus d'émotions possible. Donc si vous voyez une mère qui est comme ça, c'est une mauvaise mère, c'est une merde. Donc voilà. Dans le côté droit, par exemple, quand on se gratte le côté droit du ventre, ça va être la jalousie par rapport au bien de l'autre. Il y a plein de choses qui sont vraiment rigolotes à voir parce que c'est des choses qu'on repère, qu'on voit, qu'on lit, mais sans le savoir. C'est pas des choses conscientes, quoi. Donc au niveau de la latéralité, pareil, du visage, même si on se gratte par exemple la main, on va c'est parce qu'on veut montrer son poing. En fait, c'est un signe d'agressivité. Au niveau de la latéralité des visages, il y a le côté au niveau émotionnel et expressif. Donc imaginez, je vais vous donner un exemple de très légère confusion de latéralité gauche-droite. Je trouve que c'est assez bluffant, quoi. C'est assez bluffant quand le gars il est complètement déboussolé, quoi. Il n'a pas l'air d'être très bien dans sa tête. Hein. Les clignements d'yeux aussi, pareil, ça, c'est une overstimulation, une gestion de trop-plein émotionnel où on a tendance à beaucoup cligner des yeux. C'est Mitterrand Mitterrand, vous ne connaissez même pas ce que c'est, mais bon. C'était à l'époque où il y avait des francs et tout, vous êtes ignares de toute façon, hein, je le sais. Moi, voilà. C'est ce qu'il m'a dit, Franck. Hein, c'est Franck qui m'a dit ça, hein, moi je répète. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc, au niveau des... Ce qu'il faut, voilà. Bon, ça c'est des gestes... vous pourrez le remater dans la rediffusion, vous mettrez pause et vous pourrez regarder. Ou pas. Et c'est juste un nombre de mouvements un peu. Par exemple, quand on a tendance à chercher un souvenir, t'as mis où les clés? C'est intéressant parce qu'en fait, on projette un univers dans sa tête et on va le chercher à l'intérieur avec ses yeux. Et on crée une matrice de l'endroit pour aller le chercher avec ses yeux. Donc là, c'est des trucs intéressants parce que c'est savoir comment le mouvement oculaire fonctionne.
C'est pareil, c'est vachement intéressant ça quand on veut animer ce genre de choses, à dire attends, voilà, où est-ce que j'ai mis ça, ça me fait penser machin. En fait, c'est vrai, on cherche littéralement en 3D dans son cerveau, quoi. Donc tout ça pour dire, en gros, l'interprétation des gestes, des inconscients, les facteurs que je vous disais tout à l'heure qu'il faut prendre en compte. Il y a le contexte. Donc le contexte, c'est la situation, le lieu, le moment, l'environnement social. Ça va être le contexte. Hein, ça, voilà. Les paroles, c'est de la concordance entre ce qu'on dit et les gestes qu'on a. Donc c'était ce que je vous disais tout à l'heure avec le verbal et le verbal, s'il est en accord avec ce qu'on dit. Donc je suis très content ou je suis très content. Donc la relation aussi après entre interactants, ça c'est un peu bizarre. Mais voilà, s'ils sont frères et sœurs, s'ils sont ennemis, si c'est des gens qui se croisent dans la rue. Ensuite, il y a les gestes combinés, les clusters. Ça, c'est la somme des gestes les uns derrière les autres. C'est-à-dire, s'ils se grattent l'oreille plus le côté, plus ça, plus ça. Ensuite, la ligne de référence, la baseline, ça, c'est juste si une personne elle a un toc et elle fait comme ça constamment. Bon, déjà, il faut le prendre en compte. Voilà. Ensuite, la temporalité, c'est le changement. C'est le changement justement des signes dans le temps. C'est-à-dire, si une personne elle parle comme ça, elle va se mettre à être en arrière. Où elle va changer de comportement. Donc, en gros, tout ça pour résumer un peu ce qu'on a dit avant, ce que l'audience elle absorbe, sans que, on va dire, on le sache, elle va faire des jugements instantanés par rapport à ce qu'elle voit. Elle va catégoriser. Donc ça, c'était par rapport à Mark Bowden. En un instant comme ça, ami, ennemi, prédateur, là. Partenaire sexuel, bon là c'est un peu gênant parce que j'ai envie de niquer tout le monde. C'est un peu ou indifférent. Donc ça c'est un peu plus chiant. Donc au niveau de la simulation cérébrale, donc ça c'est les neurones miroirs, c'est le fait que on arrive à ressentir. Ah oui là c'est vachement mieux comme ça. Je vois mieux. Oui les neurones miroirs, donc ça c'est quand on voit une émotion et on la ressent et on se met à chialer, on se met à faire trop rigolo et tout. Et parce que ça réveille, ça active ces réseaux de neurones. Et c'est ça qu'on veut pour une audience, quoi. Ensuite, il y a les microsignes. Donc les microsignes subliminales, ça c'est le non-verbal. Le non-verbal, tout ce qui est... Si je suis en train de faire constamment ça pendant que je parlais, je me dis, il se fait chier, il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, ils ont fait des tests, d'ailleurs, c'est un truc un peu à part, mais de poser un portable sur une table de restaurant. Inconsciemment, la personne, elle va penser que la discussion a moins d'intérêt parce que le portable est sur la table. Parce qu'on a se dit, le portable est plus important que ta discussion. Donc le portable, quand il est rangé, en fait, inconsciemment, on donne plus d'importance à la discussion de l'autre. D'accord. Est-ce que bon. Attends, mais j'ai un message d'Instagram, là, c'est pour ça que j'ai une notification. Non, mais c'est bon. Donc, en gros... et pour le dernier, donc c'est le corps qui précède la conscience. Ça, c'est ce que vous avez dit avec le fait que le corps réagit, c'est avant le cerveau. Donc, ce qu'aussi on peut voir, qu'on peut voir inconsciemment. Donc voilà, ça c'est la partie. Et je suis pile dans le timing, nickel. Donc maintenant, je vais vous montrer deux, trois petits exemples d'observation. Donc ça fait un peu partie de la masterclass que j'avais fait avant. Donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour la remanier. Mais ça va plus être dans les trucs d'observation des imperfections, on va dire plus physiques. C'est-à-dire, par exemple, à la place de prendre une bouteille d'eau d'un coup, j'ai pas pris. Je me suis trompé. Des imperfections plus les jolies erreurs de la vie à mettre dedans. Donc, et au niveau des observations. Donc par exemple, quand on lève les sourcils, les gens, vous connaissez, je ne sais pas comment on appelle ça, le haut front, à votre avis, il descend ou il monte? Oui, ici. Oui, en fait, on aurait tendance à se dire qu'il monte, mais en fait, il descend. Donc ça fait partie des choses qu'on observe. Là, justement, là, on le voit. En fait, le haut du front et le muscle, celui-là, tout ce qui est oreille et le mouvement de toute la cape du truc là, c'est très souvent oublié. Et en fait, c'est quand on fait, par exemple, le coup de la surprise, tout ça, ça recule en fait. Et souvent, d'ailleurs, c'est souvent dans les rigs, il n'y a même pas. Juste une petite chose par rapport à lui, c'est par rapport aussi à l'immobilité.
observer l'immobilier. Il n'y a pas besoin de faire I don't want money, et souvent les personnages c'est toujours tout le temps suranimé. Oula. Et là vous allez voir au deuxième plan, enfin troisième plan, ses oreilles, pouf, elles partent en arrière. Et son front aussi. Ah bordel. Attends. Voilà, tac. The bombs and the blood. I don't want money and I don't want medals. What I do want is for you to stand there in that faggoty white uniform and with your Harvard mouth extend me some fucking courtesy. You gotta ask me nicely. Vous avez vu le comme ça. Donc pareil, avec Nicholson, là c'est plus par rapport à... D'accord, pas trop 3 heures. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est les différents exemples de colère par rapport au fait d'être complètement statique. Il y a la colère rebondissante, genre, vous allez voir. En gros là, Do you get me, sweetheart? là c'est pareil, c'est le front, puit. Do you get me, sweetheart? Le front ici qui bouge énormément quoi. Là c'est le niveau de la colère. Well, I work all the Et il time. rebondit énormément. So never, never interrupt me, okay? Vous voyez, il est comme ça quoi. Alors que normalement il est très nerveux. Pas la Louis de Finesse non plus, mais ça c'est des trucs à regarder image par image, c'est vachement intéressant. Après, celui qui est après, là, c'est la décomposition d'une escalation de colère. En gros, c'est Shining, hein, c'est toujours Nicholson. Vous allez voir, c'est comme si on construisait un plan d'animation, par exemple, ça serait une construction parfaite de référence, parce qu'il commence tendu, ensuite il utilise ses gestes, il incline sa tête, et enfin, vous allez voir. En gros, ça c'est une construction d'escalade de psychose totale qui est absolument incroyable. Juste ce plan-là. Have you ever had a single moment's thought about my responsibilities? Have you ever thought for a single solitary moment about my responsibilities? Alors bon, bonne chance pour l'animé parce que quand il fait ça, là, c'est blablabla, il y a tout le corps qui move dans tous les sens. Mais ça, c'est des très 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 bonnes références, par exemple, à des constructions de plans petits où ils auraient tendance à faire enfin le même geste tout le temps. Bah là, c'est justement ça. C'est deux types de références qui sont bien à garder. Putain, j'ai oublié que j'avais le micro. C'est vrai qu'on entend mieux comme ça. Et au niveau des constructions, ouais, c'est vrai que c'est ce genre de truc, c'est vraiment bien à analyser image par image. Au niveau de des réactions subtiles, c'est toujours le film d'avant là. Vous allez voir, c'est la réaction quand Nicholson il parle fort, il va avoir une toute petite réaction de peur, mais super discrète. Ça, c'est une bonne référence, genre de subtilité. Even then, don't knock. Alors, Not on this door. là. Not for any reason. Vous voyez, c'est juste là, hop, le petit recul avec un petit clignement d'œil. Ça, c'est le genre de truc, à la place de faire « Ah, j'ai peur !» C'est le genre de petites références qui sont rigolotes à garder, quoi. Alors ça, c'est une référence, après que je vous montrais, c'est un de mes plans qui est pas dans le film. Donc ça, c'est un des plans qu'on ne pourra pas mettre dans le live. C'est dans Pets, le moment où le lapin, là. Et en gros, il dit aux autres, ouais, t'as tué vous avez tué vos maîtres avec une merde, comment on appelle ça, spoon, une cuillère. Et en fait, il fait, ah ouais, oh, you want some of my cereal in your neck. Et enfin, en gros, il imite la situation. Et donc ça, c'est pour vous donner un exemple de réaction en parlant de ce que je vous disais par rapport. Enfin, je vous montre, c'est plus simple. Donc ça, ah mais putain, c'est coupé en bas. Bon, Oh, you want some of my cereal in your neck? You get what I'm saying? mais c'est pour les réactions quand il y a quelque chose qui se passe, qu'il n'y a pas un timing de peur ou de truc, ça prend plusieurs images. C'est que là, souvent, les gens, ils ont tendance à... Mais on va en parler après. On va en parler. J'ai pas eu. Donc après, là, c'est pareil, dans l'immobilité. Ça, c'est pareil, c'est un plan dans Astérix. C'est le plan où il dit, bah, je sais pas. Enfin, il dit quoi? Bah, j'ai rien compris. Justement, ça, c'est pour donner un exemple qu'il y a des plans, il faut pas bouger. Que se passe-t-il? Travailler plus pour L'huile. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils s'ennuient. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Ouais. Donc là, c'est ce genre de plan, il faut pas de mouvement. Enfin, c'est l'importance de l'immobilité dans l'animation. Et ça, c'est très souvent oublié, quoi. Très très souvent oublié. Je donnais l'exemple d'une référence dans un plan de Pets aussi, d'un mix de deux références. Encore, bon, j'ai l'impression que je vais être complètement fan de lui, mais bon, de ça. Là, et d'une autre référence
d'un film de... Je sais plus dans quoi c'est. Don't fuck with me, fellas! This ain't my first time at the rodeo. Voilà, donc c'est un mix de ces deux... Delivered to Pepsi was my power. C'est un mix de ces deux références-là pour ce plan-là. I'm not talking about hipster real estate trends. I'm talking about vengeance, tattoo. Death is coming to Brooklyn. And it's got buck teeth and a cottontail. Et je vous raconte pas, à l'époque d'ailleurs, j'ai ultra calmé ce plan, parce que je l'avais fait tellement psychopathe, donc tout le monde a rigolé dans la salle de réunion, ils disaient « Oh, trop bien !» Mais je l'avais fait vraiment genre comme ça, et ils faisaient vraiment flipper. Ils disaient « Non, mais les enfants... Et Illumination, ils font... Il y a des enfants. Oh, les commandes. Non, bah non, ça passe pas là-bas. Donc c'est dommage, mais bon. Hein. Un autre exemple de référence, des fois, de tout petits éléments que tu chopes dans une vidéo. Là, c'est une vidéo, évidemment, genre d'Instagram ou je sais plus quoi. Et c'est un chat qui saute. Enfin, vous l'avez peut-être déjà vu, je sais pas. Mais c'est les pattes arrière. Quand il se met à sauter, j'aurais dû couper le début parce qu'on s'en fout. Et regardez les pattes arrière quand il saute. Et là... Moi, justement, dans mon plan, donc ça, c'est mon plan de, c'est dans le plan de la bande-annonce là d'ailleurs de Pet. Du coup, j'avais fait ça quand elle saute, justement, à la place de mettre ses pattes en mode chien. D'ailleurs, je l'avais fait plus vibrer, mais c'est encore une fois, là, les pattes arrière, là, quand il saute. À la base, je voulais les faire vibrer, mais c'est pareil, ils ont fait non, oui, mais c'est pas un chien. Bon, des fois, malheureusement, ils enlèvent les idées. Et c'est pareil, un des trucs qu'ils avaient enlevé. Ah merde, attends. Qu'ils avaient enlevé aussi, c'est qu'à la base, quand je l'avais fait se lever, j'avais pas fait comme ça, j'avais fait ça. Genre, elle remet son corset, quoi. C'est pas passé. Dommage. Là, c'était une référence d'un... Alors, malheureusement, j'ai plus la référence, mais c'était un bébé qui était dans des après-ski... Non, dans des machins de ski, là. Et du coup, il marchait un peu... il marchait comme ça, quoi. Les enfants, quand ils n'ont aucune flexibilité, là, ils sont comme ça. Et ils sont complètement rigides, quoi. Et du coup, c'était pour faire Max qui sortait de derrière le... Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la scène. Je vous la montre, c'est plus simple. Là. En fait, ouais, pour la sortie, les pattes avant, c'est un bébé qui est en fait qui est déséquilibré. Ouais, c'est le genre de référence des fois pour réfléchir à intégrer des types de références dans les trucs. Un autre truc au niveau observation, c'est les sourcils des chiens. Ça, c'est intéressant, c'est la force d'observer. Ils sont inversés par rapport aux humains. C'est-à-dire qu'en fait, que nous, quand on a tendance à regarder là, pouf, on lève là. Et en fait, les chiens, l'espèce de petit boss qu'ils ont ici, là, c'est inversé. C'est quand ils regardent là, c'est l'autre, pouf, qui va se lever. Et donc, si vous voulez donner un regard de chien à un chien et pas un regard humain à un chien, vous inversez ça. Là, je sais plus si c'est cette vidéo-là ou celle d'après qu'on voit bien. Je crois que c'est un tout petit peu après. Oh merde, putain, je suis déjà à la fin. 5 minutes. Ouais, faut que j'accélère. On le voit à la fin, là. Attends. Hop, là, vous voyez, le côté droit. Ça, c'est l'écureuil. C'est par rapport au juste le fait d'aller en haut et en bas. C'est ne pas mettre d'amorti sur les écureuils qui sont speed, comme ça. Là. Enfin, les écureuils, les animaux en général. Quand ils s'arrêtent en une image. Ça sert à rien de faire des comme ça. Alors, là, on va passer à un truc important. Enfin, un truc important. Tout est important. Je vais vous montrer l'importance de pas faire de dubbing quand on prend des références. C'est-à-dire, en gros, de ne pas faire comme ça, mais vraiment de parler pendant votre vidéo de référence. Donc là, il y a 3 vidéos. Il y a l'audio par-dessus de Don't Fuck With Me Fellas, la vidéo qu'on avait vue avant. Et il n'y en a qu'une seule des 3 où je suis vraiment en train d'hurler le truc. Il faut deviner en gros laquelle des 3 vidéos c'est. Don't fuck with me, fellas! Don't fuck with me, fellas! Don't fuck with me, fellas! Voilà, vous aurez compris. Donc la troisième, en fait, c'est parce qu'on ne peut pas mimer les muscles qu'on contracte pour la voix et les abdos qui se contractent. Donc forcément, il y a des petits mouvements qu'on ne fait pas. Ouais, donc là, du coup, il faut que je trace. Ça, on va le mettre... Ouais, ça, c'est quand on prend une référence et quand on veut vraiment voir les micro-mouvements et tout ça. C'est des petites astuces qu'on trouvait avec des habits plus tight aussi. C'est pour l'observation.
des mouvements, mais bon, ça, on n'a pas le temps. Ça, c'est les astuces aussi pour se filmer, machin, mais c'est pareil, on n'a pas le temps, on verra ça plus tard. Ça, c'est des références. C'était par rapport aux erreurs qu'on met dans les trucs. Ça, c'est les références de base. Et donc là, voilà, il appuie sur un truc, ça fait exploser. Non, mais pas du tout, n'importe quoi. Donc, et de ça, en gros, ça faisait ça. Et rajouter à la. Alors, c'était fait en une journée et quelques, hein, donc c'était juste des tests. Donc, et donc à la fin, rajouter juste le petit élément de jeter la télécommande. Hop. Dalilou. Et de changer un petit peu, justement, là on voit à côté, les petites différences de timing, où là par exemple quand elle regarde à côté avec le doigt, j'ai mis des pauses parce que c'était pas assez long. Donc c'est juste pour avoir un petit peu les trucs de ref. Voilà, hop, et j'avance. Au niveau des imperfections, putain la vache, c'est vrai que j'ai été pas assez vite. Donc là c'est des trucs de graphe, ça c'est dans les imperfections par exemple de nervosité, ce qu'on arrive à la fin. Ça je vais le passer parce que du coup sinon on verra pas la fin. En gros c'est des courbes. Vous pourrez les prendre en photo si vous voulez. Parce que, en gros, c'est les imperfections quand on tourne la tête pour avoir des lignes un peu plus moins parfaites justement, d'avoir des petites erreurs. Ça, les petites imperfections qu'on a quand on fait pas des gestes à Disney, quoi, tout le temps, que ça soit parfait dans les lignes constamment, quoi. Voilà, donc ça, je passe. C'est des exemples de courbes, c'est moins intéressant que le reste. Ça, c'était juste que c'est un plan de Sing où il y a plein de petites imperfections comme ça. Il n'arrête pas de faire des petits mouvements. Voilà, bon ça, je vous dis on n'a pas le temps parce que vu que on arrive juste au timing là. Je vous donne l'exemple très important. Non, c'est genre par exemple un appel téléphonique normal, hein, genre oui ça, ouais, oui non mais j'arrive, oui c'est bon j'arrive, ouais. À toutes. C'est bon. Et oui, là, oh oui, j'arrive. Voilà. Donc ce genre de timing qu'on voit constamment au niveau des appels téléphoniques, qui sont genre où ils suppriment totalement la vérité de timing réel, c'est-à-dire le temps d'écoute, le temps de réagir, machin, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le thought process aussi. Les processus instinctifs, genre quand on a peur, c'est à peu près 4-5 images. Et quand on a un temps de réflexion, il faut mettre ce temps de réflexion-là. Donc là, là c'est le ton, par exemple, c'est un son. Au niveau des gestes, voilà, c'est 4-5 images. Il ne faut jamais mettre... ou pareil, quand on repère quelqu'un dans la rue, on ne peut pas faire... non, il faut repérer, regarder, et ensuite faire le geste. Et ça, c'est pareil, c'est thought process. Je sais, je trace. Je vais passer... ça, c'était par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on lui passe sous les yeux, là, en fait, Max, il ne regarde pas tout de suite. Là, il regarde après, parce qu'il n'a pas le temps de le voir passer. Bon, bref, ça, pareil. Ça, c'est un gamin qui voit les filtres, les araignées, là. Celui-là, il y a le réflexe instinctif, et après, il y a le temps de thought process, de qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous montrer une de mes références préférées. Mais vraiment. Ça sera la dernière. Hein Et ça sera la dernière. Non, j'ai encore juste un truc après. Parce que c'est vraiment. Oh, ça va, après, les gens ils boufferont, hein, t'inquiète. Non, ok, c'est vraiment important après. Vraiment. Là, ça de mes préférés, c'est pour vous montrer encore une fois les trucs de non-mouvement. Parce que c'est... enfin bref, je vous la montre. C'est une fille qui perd patience. Et en animation, ils auraient tendance à se faire... Oh, comme ça. Sauf que regardez la réaction qu'elle a après. Elle fait rien. Absolument rien. Et c'est génial. C'est ça qui est vraiment génial, quoi. Le timing de non-action aussi. Ça, c'est génial. Le mépris. Et il part. Ça, si on coupe le timing du milieu, la blague, elle marche pas. On n'a pas le temps, ça c'était la mangue, c'est le chien qui reste poli. Ça c'est hop, on voit dans ses yeux qu'il vient de comprendre que c'est une mangue, mais il veut rester poli avec son maître. Et il est comme ça, il fait putain merde, c'est trop tard, je l'ai dans la bouche. Quel dommage. Maintenant, faut plus que je bouge.
chiottes. Bon, je vais quand même rester un petit peu parce qu'il faut que je sois poli, parce que bon, voilà. Bon, il y a combien de temps, parce que c'est un peu chiant quand même d'avoir la mangue dans la tête, et du coup, je vais quand même rester un petit peu parce que voilà, ça fait un peu chiant. Bon, voilà. Donc, je passe juste ce que je disais sur les 2 dernières vidéos, sur le storytelling, ça c'est important. C'est un mot, genre ça peut être oui, non, s'il vous plaît. Là, dans ce cas-là, c'est I don't know. Et c'est un truc où, bon, pareil, c'est écrit en anglais. Dans la première partie, il y a des questions. Donc ça, c'est pour vous montrer l'importance du contexte et de l'acting de la réponse et de la gestuelle. Dans la première partie, voilà, je dis I don't know. Et il y a une question avant, contexte, réponse. Et vous allez voir que dans la deuxième partie, c'est les mêmes vidéos que dans le premier, mais avec une seule question. Et c'est-à-dire qu'en fonction de la question, ça change complètement la signification de l'acting. Des super effets spéciaux. I don't know. 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 The end. Bravo! Now, I show you Ah bon. the same video, but with only one question. And you're going to think, during Donc, the video, la deuxième partie. just that change of the context, Donc c'est la the même. meaning of the acting, change. Voilà. Là, c'est une question. Le Do you know who broke it? Et d'ailleurs, c'est les mêmes acting que tout à l'heure, mais avec le même acting, ça n'a pas la même signification. I don't know. Alors là, lui, il sait pas, enfin, mais en fait, il sait. Lui, il y a quelque chose de grave qui a été pété. Lui, c'est le tonton, lui. Il sait pas. Lui, il a perdu ce que c'est. Il sait plus ce que ça veut dire. Enfin, voilà. And the point of that is to show the importance of knowing really well the context and to know really well what's going on in the head of the character. Oui, ferme-la, ferme-la. Donc, en gros, la dernière vidéo, ça c'est voilà. C'est pour vous montrer, c'est vite fait, c'est vrai, hein, c'est des choses que j'ai vues en animation. Les good ID et les bad ID en animation. Et c'est pas juste pour faire c'est rigolé et tout. C'est vraiment des trucs que j'ai observés et c'est juste pour vous le montrer, des trucs à faire ou à pas faire. Donc c'est des exemples en gros de trucs d'animation. It's time for another good idea, bad idea. About animation. Good idea. So we're gonna start with the head turn. Bad idea. Too big blink in the middle. Too much overlap. Too much anticipation. Over blinker. The curve dying. Scared and relief. Good idea. Bad idea. Overacting. The laugh. Good idea.
Bad idea. The bad use of the shoulder and the jaw. Saying hi. Good idea. Bad idea. Wrong use on the hand pivot. You heard the sound. Good idea. Bad idea. The two of you supposed to pose. And the two of you supposed to pose with wrong eye dots. Saying yes. Good idea. Bad idea. Saying yes, but with the spring effect. Walking. Good idea. Bad idea. Walking, but weird. Anger. Good idea. Bad idea. Taking something on the ground, naturally. Good idea. Bad idea. And less naturally. The end. Ah, bravo. Là, c'est bon, là. Bravo, bravo. Donc, On peut l'applaudir très fort.